Bien, dans cette vidéo, nous allons parler de ce poster en général, c'est-à-dire que toute matière a des propriétés qu'on peut mesurer. Je vous ai expliqué quelles étaient les qualités qu'on pouvait mesurer, il y en avait 7, qu'on pouvait les combiner. Parmi ces combinaisons, il y en a 2 qui jouent un rôle extrêmement important. La première combinaison, c'est ce qu'on appelle l'énergie. La deuxième combinaison, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Donc, on ne peut pas définir l'entropie sans définir l'énergie tout d'abord, bien que ce soit l'entropie qui soit en fait le concept le plus intéressant. Donc, je vais commencer par vous définir le concept d'énergie. Donc là, j'ai pris mon étoile à 7 branches, que j'aime bien, qu'on a vu pour l'Ayurveda, mais qu'on a vu aussi pour les 7 qualités physiques, et qu'on retrouve ici sur 7 formes d'énergie. Après, quand on fera un peu de philosophie, on verra qu'il y a 7 caps de pensée. J'aime bien pouvoir trouver des invariants comme ça dans la nature. Alors, comme vous le voyez, ben, ça c'est l'énergie. Donc, comment on peut exprimer cette grandeur qu'est l'énergie? Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette grandeur qu'on appelle énergie peut s'exprimer sous plusieurs formes. Il peut exister plusieurs formes. Et on a ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, qui dit que si on additionne toutes ces branches, on va trouver toujours la même chiffre. Par contre, on peut transformer l'énergie d'une branche en une autre. On dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et l'énergie a cette propriété. Alors l'énergie, on la voit ici à l'œuvre aussi avec Waterpecker. Donc, Waterpecker, c'est ce petit oiseau qui a un petit chapeau bleu, une plume plantée dans le cul, et comme vous le voyez, il boit. Il a un bec, et son bec évidemment est utilisé pour boire. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes, ce Waterpecker ne s'arrête jamais, à condition qu'il ait de l'eau. Tant qu'il arrive à tremper son bec dans l'eau, il pourra continuer à son mouvement. Alors, c'est ce qu'on appelle une machine à mouvement perpétuel. Un peu fausse, parce que c'est vrai que dès qu'il n'y aura plus d'eau, il va s'arrêter, mais il suffira de rajouter de l'eau et il pourra faire ça pendant des siècles. Ça ne s'arrête jamais, ce truc-là. Tant qu'il y a de l'eau, ça marche. Ce qui vous montre que quand vous voyez un verre d'eau immobile comme ça, en fait, il y a du mouvement, potentiellement. Parce que c'est bien l'eau du bécher qui met Waterpecker en mouvement. Et ça illustre justement cette étoile, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'énergie qui circule ici, et qui font que le mouvement s'auto-entretient. Alors c'est une combinaison ici d'énergie de gravitation, de tension superficielle, de tension de pression de vapeur saturante, enfin bref, on verra ça dans les propriétés qui sont là un peu plus tard, mais déjà, il faut savoir que si vous avez de l'eau, vous avez de l'énergie, et vous pouvez faire fonctionner des choses comme ça. Alors, c'est vrai que on n'est pas des Waterpecker, mais vous savez tous que si vous arrêtez de boire, vous mourrez. Hein. Donc on est un petit peu comme cet oiseau, c'est-à-dire on doit boire en permanence, et on peut trouver de l'énergie dans l'eau, il n'y a pas besoin de moteur, il n'y a pas besoin de tout ce qu'on a l'habitude de voir pour faire du mouvement. Voilà, alors que nous apprend cette étoile? Elle nous apprend qu'il y a une première forme d'énergie, qu'on appelle donc le travail. Arbeit, travail, c'est toujours un peu... On sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va suer, quoi. Il faut travailler. Alors travailler en physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir développer une force sur une certaine distance. Vous allez travailler. Alors si vous prenez une force et que vous multipliez par une distance, ça définit ce qu'on appelle une première forme d'énergie, le travail. Ensuite, on a donc une deuxième forme d'énergie qui est ici l'énergie cinétique. C'est-à-dire, dès que vous voyez quelque chose qui bouge, Waterpecker, par exemple, a de l'énergie cinétique parce qu'il bouge. Il y a une vitesse. Dès que vous avez une vitesse, vous prenez la masse, vous multipliez par le carré de la vitesse et vous retrouvez de nouveau ce qu'on appelle de l'énergie cinétique. Pourquoi? Parce que c'est la vitesse qui définit le contenu énergétique et non plus la force. Voilà, on a ce qu'on appelle de l'énergie de vibration, l'énergie vibratoire.
Donc ça, c'est très bien représenté dans les montres. C'est si vous ouvrez une montre, vous voyez ces dispositifs de roues dentées qui tournent les unes sur les autres, qui créent des mouvements. Et là, on a ce qu'on appelle l'énergie s'obtient en prenant un moment angulaire et en multipliant par une fréquence. C'est pour ça qu'on parle d'énergie vibratoire, parce que la fréquence permet d'être transformé en énergie via ce qu'on appelle un moment angulaire qui traduit la possibilité qu'a un objet de tourner sur lui-même. Là, il n'y a pas de rotation, il y a juste des translations. Ici, on a de l'énergie de gravitation, une autre forme d'énergie, c'est-à-dire que vous prenez de la masse, vous multipliez par une accélération, vous obtenez une force, et cette force, vous la multipliez par un déplacement pour faire de l'énergie. Donc masse que multiplie accélération, que multiplie distance. L'accélération ici n'est pas définie par la vitesse, mais par ce qu'on appelle un champ de gravitation. Par exemple, sur la Terre, cette gravitation vaut 9,81 mètres par seconde au carré. C'est lié à la taille de la Terre et à son rayon. Et à la fameuse constante de gravitation universelle de Newton. Ici, nous avons une cinquième forme d'énergie que vous connaissez bien, c'est l'énergie électrique. Donc c'est l'énergie que vous récupérez dès que vous branchez sur une prise de courant. Il y a de la charge électrique qui se met à circuler, et avec ça, on prend la charge électrique, on multiplie par la différence de potentiel électrique, et on obtient de nouveau cette qualité qu'on appelle l'énergie. Les deux dernières formes sont les formes qui vont nous intéresser pour analyser le poster qui est là. C'est d'une part l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie que vous pouvez produire en prenant un gaz et en changeant son volume. Si vous avez une variation de volume avec un gaz, à une pression donnée, vous pouvez affecter la pression que multiplie le volume, définit la quantité d'énergie mécanique que vous pouvez avoir dans votre système. Donc là, c'est toutes les machines à vapeur et les machines qui fonctionnent par pression et changement de volume. En particulier, les moteurs à explosion des voitures, par exemple. C'est ce genre d'énergie qui est ici. Et puis, il y a une dernière forme d'énergie qui est donc la chaleur. Alors, c'est là où c'est assez compliqué. En fait, la chaleur n'est pas de l'énergie. Mais les gens ont pris l'habitude de la classer comme forme d'énergie. Pourquoi ce n'est pas une énergie? Parce qu'en fait, c'est une entropie, la chaleur. Et c'est une entropie que multiplie une température. Si vous prenez une entropie et que vous faites varier l'entropie multipliée par la température, ça donne une énergie. Mais à la base, ce n'est pas la même type d'énergie que là, c'est une énergie qui vient d'une variation d'entropie, alors qu'ici, toutes les autres formes d'énergie ne viennent pas d'une variation d'entropie, ce sont des énergies qui sont indépendantes de la teneur anthropique. Donc ça, c'est typiquement l'énergie qui est procurée par un feu qui brûle, ou de manière générale, par toute transformation chimique, génère des variations d'entropie, et c'est pour ça que c'est l'énergie qui est extrêmement utile en biologie, puisque dans la biologie, il y a plein de réactions chimiques qui se font, et qu'on analyse par variation d'entropie. Voilà cette forme d'énergie qui peuvent s'interchanger les unes dans les autres, et c'est comme ça qu'on peut avoir donc water beaker qui est ici, qu'on peut avoir tout ce que vous voyez autour de vous. Alors, n'oubliez jamais ça, c'est que l'énergie qui est ici, elle peut circuler. Par contre, si vous faites la somme de tout ce qui est là, à un moment donné, tout ça ne doit jamais varier dans le temps. C'est donné une fois pour toutes, ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique, et ça pose un petit souci, c'est que cette énergie, elle a été donnée au début de l'univers, et elle ne pourra jamais changer. Donc, on peut se poser la question, comment peut-on expliquer des choses qui changent avec quelque chose qui ne change jamais? Pour moi, la réponse est simple, c'est pas possible. Donc l'énergie n'a pas beaucoup d'intérêt en elle-même, ça fait parler beaucoup d'encre, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce concept, mais en fait, l'énergie n'est qu'un moyen qu'utilise la nature pour faire du mouvement. La finalité n'est pas dans l'énergie, mais bien dans l'entropie. Pourquoi? Bien parce que l'entropie, elle a cette caractéristique, elle peut être créée. Et les êtres vivants, cette caractéristique, c'est qu'ils créent énormément d'entropie, et ils utilisent cette création d'entropie pour se structurer et générer des fonctions. Ça, c'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos. Alors, pour ce qui concerne les propriétés de l'eau qui sont ici, on a plusieurs propriétés. J'en ai rassemblé à peu près 21.
En fait, on va jouer essentiellement avec ces deux formes d'énergie, pression, volume, température, entropie. On dit que ces variables sont conjuguées. Pourquoi? Parce que quand je prends la pression et que je multiplie par le volume, j'obtiens une énergie. Quand je prends l'entropie que je multiplie par une température, j'obtiens une énergie. Ce sont deux formes différentes d'énergie, mais c'est toujours de l'énergie au sens physique, c'est-à-dire masse que multiplie le carré d'une vitesse, que vous soyez là ou là. Donc c'est ça qui va définir les propriétés de l'eau. On va regarder comment varie l'entropie, comment varie le volume, comment varie la pression, comment varie la température. Et ça, c'est souvent fixé, par contre, dans des systèmes matériels qui sont faits d'un grand nombre de molécules, comme l'eau, liquide par exemple, tout ça, ça bouge. C'est-à-dire que ces quantités-là que vous mesurez, bien sûr, elles ont une valeur qui est fixe, mais si vous regardez à l'échelle microscopique, ça fluctue. C'est tout le temps en train de changer. Simplement, ça fluctue autour d'une valeur moyenne. Ce qu'on mesure, c'est la valeur moyenne. Ce qui donne la fluctuation autour de cette valeur moyenne, c'est ce qu'on appelle la propriété. Alors on verra, ça peut être une capacité calorifique, ça peut être un coefficient de dilatation. La propriété, c'est une moyenne avec des fluctuations, et ces fluctuations peuvent être des fluctuations de volume, des fluctuations de pression, des fluctuations de ces quatre quantités qui sont ici. Voilà, après on aura aussi des propriétés qui sont liées à du transport. Par exemple, quand vous prenez le produit de la masse par la vitesse, comme ici, l'énergie cinétique, c'est le produit de la masse par la vitesse, ça s'appelle la quantité de mouvement. On peut transporter la quantité de mouvement, ça donnera la viscosité. On peut transporter la chaleur, on peut transporter le courant électrique, on peut transporter les masses. Donc tout ça, ça donnera des propriétés qu'on étudiera. Après, il y aura aussi des propriétés qui sont liées donc, au fait que l'eau se dissocie en ions. Donc il y a toutes les propriétés de dissociation de l'eau. Et puis il ne faut pas oublier que dans nos 7 unités, nous avons la lumière, donc il y aura aussi des propriétés qui sont liées à l'eau qui est éclairée par de la lumière. Voilà, avant de rentrer dans le détail du poster, je vous donne juste une vision d'ensemble pour que vous voyez un petit peu, j'ai tout regroupé. Alors ça, vous le trouverez nulle part, hein. C'est spécifique à Wiki, et c'est spécifique aux formations que je fais pour les gens qui demandent des formations sur nous. Donc, regardez-le bien. L'intérêt de tout mettre ensemble, c'est qu'on voit qu'il y a deux comportements. Il y a un comportement qui est ce qu'on appelle monotone, par exemple celui-là. Celui-là. Celui-là, peu importe la propriété, il y a ce comportement monotone. Et quand vous avez ce comportement, c'est ce qu'on appelle un comportement normal. Normal, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la physique quantique. Les lois classiques, telles qu'elles ont été établies au XIXe siècle, loi de Newton pour la mécanique, loi de Maxwell pour l'électromagnétisme, permettent d'expliquer très bien ces variations. Mais vous voyez qu'à côté de ces variations monotones, vous avez des variations qui sont non monotones, elles se caractérisent toujours par un U ou un U inversé, et ça ne peut pas être expliqué par les lois de la physique du XIXe siècle. C'est pour expliquer ces choses-là qu'on a développé la théorie quantique. Donc partout où vous voyez des U, ça en général c'est une traduction que la physique quantique intervient. Et il y a un endroit où c'est particulièrement évident, c'est sur les deux dernières courbes qui font intervenir la lumière, où là c'est même plus des U, c'est des choses qui montent, qui descendent sans cesse. Et donc vous voyez tout de suite que la physique telle qu'on la connaît au XIXe siècle est intéressante, parce qu'elle nous permet de rendre compte très bien de certaines propriétés de l'eau. Par contre, il y en a d'autres où il faudra impérativement aller à la physique quantique pour comprendre ce qu'est l'eau. Et ça, c'est la magie de cette substance, c'est que la plupart des substances, en fait, n'ont pas ces anomalies. L'eau, c'est vraiment une substance, et c'est lié à sa petite taille, en fait. C'est parce qu'elle a une très petite taille qu'il faut de temps en temps faire de la physique quantique pour comprendre son comportement. Et ça donnera des propriétés très intéressantes qu'on analysera dans d'autres vidéos de cette série, de cette application Wiki.